La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue, comme tous les mardis soirs, à pareille heure, à Café Philo, ici au Café des Copains, où nous prenons le plaisir de rencontrer du monde en prenant prétexte de la conversation pour être ensemble. Café Philo est quand même un concept en Haïti qui se nourrit de la présence de ce beau monde chaleureux que nous retrouvons ici à Port-au-Prince, à Jacmel, et à Miragouane, au Cap-Haïtien et maintenant au CAI, et dans peu de temps officiellement à Monthuy. C'est un concept qui marche, un peu comme les îles et de René Philoctète. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous, un ami, un habitué de Café Philo qui est déjà venu ici sur ce plateau et discuter avec nous autour d'un ensemble de questions qui l'intéressent, qui le préoccupent, on va dire. Comme vous le savez, Café Philo a quand même un format auquel nous tenons beaucoup, malgré le temps. Nous allons, dans cette logique, nous allons donc vous demander de vous mettre debout pour entonner avec nous la dessalinienne. Merci. Jamais donc d'hymne national sans ce qui suit, c'est-à-dire la chanson fétiche de Café Philo. Écoutons comme d'habitude ensemble Hasta Siempre dans la version que nous chérissons tous et toutes ici de Julio César Barbosa. A quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia
de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Dans un monde, chers amis, où l'audiovisuel est susceptible d'être considéré comme un support qui aide à porter la parole, on va dire intellectuelle, qui aide en tout cas à communiquer, dans un monde qui ne veut pas que l'image meure, pour faire mentir Régis Debray, si on peut dire, l'audiovisuel occupe toujours une place, à mon avis, et de notre avis ici à Café Philo, de premier plan. Ici, ce soir, il s'agira d'un audio particulièrement, d'un texte de René Despès, très connu et très apprécié en Haïti. Je ne viendrai pas ce soir avec la voix d'Odile Aoshinkoy. Écoutons ensemble et nous vous revenons. Annoncé ce soir, nous recevons un ami, un proche de Café Philo, et qui est déjà venu présenter sur des sujets qui l'intéressent, comme je le disais au tout début, ici à Café Philo.
Il s'agit précisément de Mehdi Etienne Chalmers, qui est philosophe, libraire, qui est cofondateur de la revue 360 degrés, qui est enseignant également, notamment à l'ENS de Port-au-Prince. Ce soir, Mehdi va échanger avec nous autour d'un thème assez original, assez particulier, disposer de poèmes, construire une œuvre en pays haïtien. Il me semble que dans ce cas bien précis, Mehdi s'attache en prenant appui évidemment sur son travail d'écrivain, notamment de poète, puisqu'il a entre autres à son actif de recueils de poèmes, de plaquettes de vers déjà publiés. Il s'agit de Jaïr et la solution et à partir du mensonge. Il s'agira donc, en prenant appui, comme je disais, sur son travail d'écrivain, d'essayer de proposer une esthétique, à la limite un art poétique, qui s'intéresse à la création littéraire, en particulier poétique, en contexte haïtien. On ne va pas parler de poésie nationale, comme on l'a appris lorsqu'on était gamin, gamine sur les bancs d'école et que l'on nous faisait apprendre la poésie nationale chez Durand, chez Massillon Kouakou. Je ne suis pas sûr que c'est de ça dont il va s'agir. Avec Mehdi, il s'agira plutôt d'une réflexion, on va dire, qui prend en compte en contrepoint un ensemble de questions qui sont d'ordre esthétique et qui sont la plupart du temps mises en avant au niveau de la critique littéraire haïtienne et au niveau de ce que les écoles littéraires haïtiennes revendiquent comme esthétique, si je peux dire. Je passe donc la parole à Mehdi Etienne Chalmers pendant 30 minutes et je vous demande de l'applaudir automatiquement. Merci. Je remercie Ralph et Jean-Baptiste, le public, Café Philo et la RCTV. Je vais commencer rapidement parce que je crois que j'ai peut-être mis trop de choses que je voulais dire pour disposer de poèmes et construire une œuvre en pays haïtien. L'un des quelques poèmes qu'on a de Nietzsche, philosophe, a pour refrain « Rien que bouffon, rien que poète ». Donc sans rentrer dans l'importance du bouffon comme poète dans la cité, pour discuter de ce que c'est que faire une œuvre de poète ici même et ce que ça a de spécial, l'échange là que je voulais faire, c'est d'abord, d'une certaine manière, le faire sur le ton de la conversation sinueuse plutôt que de l'analyse rigoureuse. Et, comme disait Ralph, vous proposer une poétique que j'espère qui est un peu plus que la mienne. Je vais dire ce que j'ai cru voir dans ma traversée inachevée de la poésie haïtienne, qui est la mienne, la nôtre, par le sol et l'histoire, qui s'engage avec le reste du monde et qui m'a amené personnellement à une pratique actuelle dont je voudrais partager l'importance. Parce qu'il y a une importance dans la fabrication, la création de l'histoire d'Haïti, littéraire ou pas, histoire dont nous avons tous la responsabilité. Et que j'ai tendance à vouloir croire que la création artistique, quoi qu'elle soit la moins efficiente à ce qu'il paraît, peut constituer une voie de participation à la création du commun, pour reprendre, en le déformant un peu, le slogan de ce lieu qui m'accueille, « Fabriquons le collectif ». Parlant de Café Philo et de projets communs, il n'est pas possible pour moi de parler d'écriture sans élaborer un peu vite sur les collectifs, dont le plus consacré, même si c'est juste pour le mentionner, pour moi, Haïti littéraire. Mais ce n'est pas celui-là dont je vais parler, parce que les histoires, on ne les raconte pas tout seul. Il y a une histoire des groupes poétiques en Haïti, et cette histoire ferait un Café Philo entier, voire un livre entier si on allait par là. Ce dont je veux parler, dont je suis assez fier, c'est de mon appartenance à un groupe, l'atelier jeudi soir. Et je veux remercier son existence et ce qu'il fait de relativement bien. On le connaît en province, où il a fait maintes ateliers d'écriture avec des jeunes dans des écoles, a produit pour les lecteurs de journaux les cahiers de l'atelier et publié de manière générale des écrivains. 10 ans d'existence à peu près, Lionel Trouillot l'anime, historiquement et par compétences sociales et littéraires.
directeur artistique, avec un peu tous les autres, comme comité éditorial, plus ou moins vertical quand même. C'est malheureusement, et je viendrai plus loin sur cette question-là, un des rares lieux d'hétérogénéité sociale, de mélange du pays. Il y en a peu. Mélange qui est rendu possible par l'amitié, les affinités politiques et l'injonction à produire du texte. Ce qui est la moindre des choses pour que ça soit possible dans un pays aussi ségrégué comme on sait. On a publié des textes de membres, Jeudi Nema, Mélissa Béralus, David Jean, Lorvain Sorélien, Henri Quénol, Hélène Mauduit, Mackenzie Simon, parfois des collectifs dont l'anthologie des poètes de l'atelier, et puis des non-membres aussi, Pierre-Richard Narcisse, Georges Castra, Néhémie Pierre Dahomey plus récemment. La communauté ancrée dans son espace, c'est ce qui fait que je parle de l'atelier un moment en rapport avec mon propos sur ce qu'est écrire un pays haïtien. Je ne pense pas que j'aurai l'assurance de présenter des pensées sur ce que c'est que faire œuvre comme des grands, comme tous, comme n'importe qui se donne la tâche d'écrire, et ce que ça signifie, et ce que c'est que disposer un poème sur la place publique si je n'avais pas subi le baptême de feu de l'oreille des jugements de camarades, ce qui affine ma propre oreille interne d'être évaluée par des esprits qui cultivent un souci de l'autre pour aider à atteindre une qualité éventuelle. Et de pouvoir faire ça, c'est un privilège précieux. Donc j'arrive à la poésie, puisque c'est de ça qu'on parlait. La poésie, si elle est quelque chose, n'est que belle. Belle parole. Et je dis ça pas par provocation, parce qu'avec quelques écarts minces exceptés, elle ne l'est que. En ses intensités, elle transcende. Elle est belle, disons qu'elle est aimable, à aimer. Et c'est par là qu'elle peut toucher et faire quelque chose. L'activité de poème comporte son lot d'énigmes. Mais ces énigmes se fraient un chemin au-devant des ruses quotidiennes, avec une voix de geste qui préfigure la présence d'aimer. J'insiste sur ce verbe aimer parce que c'est ça qui traverse toute beauté concrète. Et c'est la seconde condition de création et du poème. À sa manière de mirage, la poésie qu'on connaît, qu'on entend, nous convoque à la marche. Je veux dire à un geste simple de vie, avancer et aller vers quelque chose. Tout ce que nous portons, nous lui portons, comme les mages vers l'étoile. Donc la beauté, si c'est la base, a ses fonctions. Et la moindre de ces fonctions n'est pas, c'est de nous révéler en fait la présence atomisée au monde qui nous entoure, de notre monde, ici, de proche en proche, et des humains qui apparaissent selon leur propre murmure, leur prosodie, leurs paroles. Une œuvre, puisque c'est le sujet, c'est un haut lieu de ralliement à la fin, qui voit plus de ce monde que nous ne pourrions depuis une plaine. La haute terre questionne en montrant l'horizon, la limite. Elle nous dicte une cadence, une manière et une exploration à renouveler. Les œuvres qui sont faites, comme Franck Etienne par exemple, pour prendre un cas adoré de tous, font ça, disent une exploration réitérable, répétable par le lecteur. L'image du monde qu'on nous donne doit pouvoir mélanger et pouvoir distinguer les choses vues, données dans une note spéciale, musicale, perchée. Et l'image d'un poème doit vous secouer. Elle suggère qu'elle est vous, puisqu'en vous, elle a part. Elle n'a pas de fin ni de ses causes définitives. Elle est parfois profanatrice, asociale, parfois sociale, groupusculaire, peut-être massive, sensible au sacré décrassé, joyeusement fragile. Elle dit, comme Wittgenstein architecte, ne pense pas, regarde. Et en ça,
elle est différente de la philosophie. Une lutte humaine qui est dans un texte, là, n'en vaut pas toujours une autre. Mais il y a toujours l'élégance de la rencontre. On doit se perdre dans les déchirures du dialecte du poète qui vaudra la peine de quelques malentendus et de chemins. Un poème, c'est une peine perdue. Voilà, un poème, c'est juste parmi les hommes, les drames, les dieux, les lieux, les peuples, de sorte que leur existence paraisse à nous, bruit de braise visible, une étoffe unie d'apparence, où les fils de l'écriture, de la technique se cachent pour montrer les couleurs. C'est ça, par exemple, quand on a un texte comme Les 5 lettres de Georges Castrat, un recueil parfait, ou bien idem de Davertige. Donc, j'ai décidé un jour, comme plein de jeunes gens haïtiens qui savent plus ou moins écrire dans leurs deux langues, que l'écriture était une sorte de manière de vivre, avec pas mal de confusion évidemment dans cette décision. C'était ce qu'on appelle parfois une vocation. Au lieu de dire un métier, on dit vocation au lieu de dire métier, quand ce métier ne nourrit probablement pas, ou secondairement, accidentellement. Et on dit ça quand on sait que ça existe et doit même exister, mais que le pourquoi de cette existence ne va pas de soi. C'est-à-dire que sa fonction est un tout petit peu plus mystérieuse que l'utilité fondamentale du travailleur, du cordonnier, d'un comptable ou d'un expert en communication ou de la maléficence apparemment très nécessaire de l'homme politique dans l'état que nous subissons depuis plus de 2 siècles de l'avoir conquis souverain. Enfin, je veux dire vocation, plus ou moins d'artiste, si on veut, mais poète en ce qui me concerne, puisque l'activité du poème est ce qui m'intéresse, et vous ce soir, j'imagine. Sans complexe, j'estime que le poème est la forme la plus générale de la proposition esthétique, de beauté et d'art. J'ai déjà partagé cette opinion et que les autres genres sont des hypostases, des retombées du poème. Et je pense que l'histoire, l'anthropologie confirme ça. L'humain commence par créer une parole spéciale, collective, qui tend vers la possession, vers des émotions intenses ou vraies, puisque ce qui nous unit tous, c'est la parole. Après, on crée des choses un peu plus particulières. Si on prend le genre le plus originaire de l'art haïtien, la mélodie vaudou, c'est l'élément premier. Si on affirme maintenant l'indépendance de la parole par rapport à ce qui est chanté, on commence à produire du poétique strict, ce qui arrive presque toujours dans l'histoire des peuples, avec le conte, et ici peut-être l'audience, même si c'est un genre qui est en cours de réalisation et qui n'a pas beaucoup de pratiquants malheureusement. Le poème domine finalement des pratiques par sa solennité simple, par sa charge historique. L'autre jour, dans une conversation personnelle avec mon aîné Faubert Bolivar, poète et dramaturge, qui n'a pas cessé d'écrire des textes de marque depuis 1996 environ, Faubert a partagé avec moi une théorie fascinante et très sombre sur une certaine prévalence de l'écriture poétique dans notre pays. Il pense que c'est le manque de langage et de pays, même en Haïti, qui rend populaire la poésie. Le manque de pays, le manque de liberté, le manque de temps, d'espace à soi, de citoyenneté, de lieu, le manque d'air, qui fait privilégier la forme relativement brève et cassée de la poésie. En tout cas, celle d'une génération qui s'y est engouffrée. Et il pensait, et c'était extrêmement convaincant sur le moment, que le poème prolifère là où il n'y a pas de cité et pas de citoyenneté et pas de liberté. Cette thèse, comme quelqu'un qui écrit, m'a longuement intrigué après notre conversation. Mais pour profonde que je la trouve et indicative d'une voie d'analyse puissante, elle ne peut pas résumer l'état des choses de ces 20, 50 ni 100 dernières années. Car on arrive au poème avant tout par le poème.
par l'histoire des poèmes ou par la chanson, et on se prend au poème, puis on se prend pour un poète, parce que le poème donne avant tout l'impression d'un rituel capable de réaliser quelque chose, comme montrer notre amour pour une femme ou un homme, comme révéler la fracture du monde. Et ce n'est pas un manque de langage et de pays qui soit en fait ce qui provoque cet état de choses. C'est la présence des poèmes de tous, de ceux qui se sont battus justement, avant nous, qui montrent cette possibilité de liberté et de transcendance. Et peut-être que l'aspiration vers la liberté et la transcendance se fait plus forte lorsque ces choses sont sous attaque, la liberté. Donc je dis que le poème est la parole libre et transcendante, et que quelque chose comme la narration est une voie particulière de la parole. De même que l'incarnation par le jeu théâtral est une voie particulière de la parole poétique. Ce qui n'est pas dire qu'il y a supériorité de tel type d'œuvre, simplement que ce qu'on appelle le poème est une forme qui se reconnaît en réalité par une moindre contrainte, une diversité plus originaire envers les catégories qu'on veut ou bien que l'histoire littéraire veut créer. Parce que les règles du genre narratif, par exemple, le roman, viennent après le poème, qui possède, lui, un dire qui raconte quelque chose, sans tout à fait raconter, mais qui raconte quand même. Qui donc, le vers, qu'il soit libre ou pas, est selon moi un outil pratique pour jouer avec le rythme qui va te faire sentir quelque chose, visuel ou sonore de la parole. C'est un signal pour que le lecteur ou l'auditeur ne se sente pas confondu ou trompé dans ce qu'on lui offre. Mais en fait, le but, c'est de trouver l'originaire timbre de soi scandé qui signifie que je représente un sujet, un humain parlant qui peut être moi ou vous ou quelqu'un d'autre, s'adressant à tous pour être reconnu humain, un être mélodique. C'est ce qui fait le propre du sentiment esthétique en poésie, mais qui traverse tout texte réussi. C'est un peu abstrait, mais en fait, j'essaie d'exemplifier, de parler de l'acte d'écriture en Haïti en passant par une communauté. Et la communauté est la condition de mon existence. Haïti. Et créer, c'est se fourrer dans une tradition, sa propre tradition. Moi et le commun. Manière de rappeler, avec Baudelaire, paradoxalement, disant « avis aux non-communistes, tout est commun, même Dieu ». Ce qui pourrait vouloir dire, pour moi, tout est commun, même le verbe, donc la poésie. Moi, il y a 20 ans à peu près, j'ai commencé à gribouiller régulièrement des phrases supposées être des poèmes vers l'adolescence, comme presque tous ceux qui ont attrapé cette maladie, du lieu de 2 siècles de paroles poétiques, à partir de la phrase de Dessalines écrite par Boiron-Tonnerre, « Le sang français lugubre encore nos contrées », qui est la phrase poétique par excellence, rythmiquement, corps sonore, création de langage et production de sens et de rythme et de mythe, tout y est déjà. Il me paraît qu'un poème nous touche. Pour qu'un poème nous touche, il doit forcer celui qui le reçoit à se mettre dans la voix qui parle. Il entend, certes, mais pour sentir, il doit être pénétré du pathos du poème, donc devenir une partie du texte. Le texte doit devenir son texte. C'est comme ça qu'on est pris par des histoires, par un texte. Je vais oser un autre petit coup de pied dans les catégories qu'on utilise en littérature. Je vais simplifier un peu pour suivre mon idée. Donc je disais, quelque part, il faut que ce qui se passe soit plus que l'individu, supra-individuel, pour nous intéresser. Si c'est juste quelqu'un comme ça, ça n'a aucun intérêt. Et tout supra-individuel en poésie, selon moi, est épique, est de l'épopée, comme l'Iliade, ou les tragiques de Daubigné, ou Ogun, Abibiman de Woye Sodinka. Pas du lyrique. Le lyrique,
le moi qui chante, c'est un moment d'individuation où il y a un individu qui apparaît dans l'épique. La voix devient une personne particulière, alors que l'épique, c'est ce qui rassemble. Mais pour rassembler l'individualité qu'on trouve dans le chant d'un petit moi, ça aussi, ça doit être plus grand qu'un petit moi qui raconte ses histoires de cœur. Ça doit monter, ça doit prendre de la hauteur ou descendre tellement bas que ça nous écrase en même temps. Donc l'épopée, c'est la densité de l'histoire qu'on a à partager. Et le lyrisme, lui, qu'on s'imagine premier faussement, c'est la capacité à faire passer de l'épique dans une voix personnifiée à divers degrés. Si un poème veut et peut atteindre, il s'adresse à plus que lui. Il s'adresse à un nous, pas un moi, à un nous mythique qui peut faire de l'universel parce qu'il est entier, particulier et commun à un espace. Ce n'est pas par l'épanchement d'une intériorité singulière qu'on écrit. Je n'entends pas du tout que le sujet, la personne s'efface, mais qu'il s'assume hors biographie, qu'il se sublime la voix pour contenir plus que sa voix. Par épique, j'entends un cycle d'actions, de gestes symboliques et de paroles exemplaires qui mènent poétiquement une multitude de gens vers un passé, un présent commun, vers ce fondement mythique qui fonde une possibilité d'histoire. Il faut spécifiquement préserver la tension entre l'imaginaire non individuel qui traverse un pays surpeuplé de poèmes et la prise en charge de la parole par cette voix qui porte un nom, et ce depuis le premier jet passablement extatique jusqu'aux dernières petites corrections de virgule. Deux choses importent: renouer avec le potentiel sous-estimé du narratif, du conte au sein du poème, et jouer suffisamment avec l'identité de celui qui parle pour marquer les ressources que contient une multiplicité d'identités. En gros, on doit pouvoir utiliser certaines formes poétiques, ou bien toutes, délaissées par une certaine perception de l'histoire littéraire dont l'occultation par le discours contemporain me semble incompréhensible et humiliante. Je ne m'explique pas tout à fait, par exemple, que parmi ceux qui lisent des poèmes, on lise plus les 20 poèmes d'amour de Neruda et pas autant le chant général. Plus les cahiers d'un retour au pays natal, même si c'est compliqué, et pas les « et les chiens se taisaient ». Et que le dialogue en poésie, les personnages, soient si peu convoqués depuis le romantisme attardé, ou que l'histoire ne soit pas un lieu plus prégnant de développement du discours poétique. Plus largement parlant, les circonstances dans lesquelles on écrit un poème sont d'abord celles de nos vies, de ce qui nous attaque, de ce qui attaque le commun, et d'écoute donc. Ensuite, celles de nos écritures qui sont toujours en dialogue. C'est l'expérience de tout langage d'être précédé par celui qui parle avant nous et qui nous montre ce qu'est la parole. Parce que le poème s'enracine dans l'histoire des poèmes pour que surgisse sa valeur et son identité. Il est une parole qui se sait précédée de circonstances. Et la même où certains types de poèmes très valables, sublimes, etc., revendiquent leur autonomie et leur pureté, ils sont d'autant moins purs et autonomes. Parlant d'un problème qui revient souvent dans la question de la poésie, qui est situé d'une fonction politique du poème, du fameux problème engagement. Par exemple, écrire un poème sur les massacres de la Saline, on ne gagne pas à se situer dès le départ sur l'échiquier, comme on dit, dans la mesure où le poème est libre et doit se ménager un espace supplémentaire de dégagement, dont un espace d'autocontradiction. Mais il doit être situé. Mes petites idées ne vont jamais s'imbriquer parfaitement avec une proposition esthétique. Mais ce poème a une situation et a un lieu. Cette situation et ce lieu jugent ce qu'on fait en tant qu'artiste, jugent le poème et le justifient. Sauf qu'il ne résume jamais un poème. La paraphrase impossible du poème, le fait qu'on puisse déterritorialiser le poème, le fait qu'il ne soit jamais générique, préfabriqué,
est la marque du poème. De la politique de mon poème, disons de la couleur idéale, du poème idéal en tout cas, je tiens qu'il est déterminé par un souci du corps social, auquel je suis, vous êtes redevable d'exister. Social, ce n'est pas juste la misère en face du luxe obscène. Ce n'est pas ça seulement le pur noyau de mon souci. Ce n'est pas non plus la lutte des classes, ça l'est parfois. Oui, c'est tout ça, mais c'est enclavé, puisqu'on est, disons, on essaie d'attraper quelque chose qui est dans le gouffre, dans la profondeur, c'est enclavé dans la fiction humaine comme question qui perdure, l'élan cassé du spirituel, disons de l'état de chute qu'on est en devoir de relever, pour parler un chrétien. Et puis le chant de l'utopie qui régule une espérance, l'action et les rêves. Je dis social pour dire être humain intégral, personne en communauté d'expérience, pour ne pas dire en communion. Je dis social par opposition à une trop grande extension de l'intime, à la simple contemplation d'un être ou bien un simple parti pris des choses concrètes et autres esthétismes éthérés. Ce qui n'est pas à exclure, mais reconnaître leur secondarité. Donc le poème veut s'adresser à une communauté autant qu'il peut, je crois qu'on peut le comprendre. Ce n'est pas un manifeste ou un essai politique, mais il ne peut se fonder que sur un regard sur le peuple, sur ce qui péniblement ramasse une expérience plurielle d'individus liés à un peuple. Un tel fondement, c'est la conséquence logique de prétendre ou de rêver utiliser la richesse de la langue réelle d'un pays réel, quel que soit l'objet du propos. Et le propos s'en ressent particulier, le texte ne peut qu'aspirer à parler par le peuple et à y appartenir. Manière que sa parole ait une sorte de pesanteur de là où elle se tient. Démagogie serait pourtant de nier la situation individuelle et isolée de la syntaxe d'un tel poème qui s'écrit, sa charge culturelle, sa tendance à la distinction. A fait Chelbert, montrer qu'on connaît, qu'on bien écrit. Mais l'usage de la distinction n'a pas à être une stratégie de positionnement. D'abord, forcément en tout cas, d'abord parce que l'élitisme du poème, c'est quelque chose qui dépasse l'élitisme social des contradictions internes de la société. C'est un élitisme hyper individuel quelque part parce que c'est apparaître devant l'autre, idiosyncrasique, ce qui l'arrache brutalement à l'appartenance. Évidemment, un tel arrachement ne délivre pas des positions, mais il peut cependant permettre à un poète de réaliser en pleine conscience, sans mauvaise conscience, ni inconscience, où il est et ce qu'il fait. Sociologiquement, le poète est un moins que rien. Son langage ne lui promet appartenance à aucune classe, quel que soit le niveau de langue dont il abuse, de même qu'un proverbe n'a pas de classe sociale en soi. Le poème n'est lisible que par qui veut le lire, s'il veut que telle personne le lise, un quidam. La difficulté à atteindre, maintenant, si on revient dans le concret, une population peu alphabétisée, une élite fort peu intéressée à la littérature, ça c'est un fait. Ce que doit méditer un poète. Par quoi le poème arrive aux oreilles de la communauté n'est plus affaire du poème à ce moment-là, mais d'experts en sociologie et en médias. Dans une moindre mesure, c'est affaire de compétences sociales du poète qui doit de vivre hors de sa clique. Le poète, la poésie, vise une sorte d'excellence et ne se rabaisse pas aux injonctions des sectes décérébrées, de quelque extraction qu'elles soient. Mais certaines sectes restent plus fréquentables que d'autres selon ce qu'on entend mener comme vie. On écrit pour ce qui existe et qui doit exister de beau, pas pour les basses machinations d'un pouvoir, ni pour caresser les yeux fermés des enfants gâtés qui ne veulent pas voir la sublimité de la laideur qui les entoure.
Si la poésie se fait en pratique du coup pour quelques-uns, sa parole s'adresse à la profondeur de tous, d'un tous concret, voisin, prochain, camarade. Et ici, je vois que je vais me heurter encore et encore à la question du destinataire réel, comme aujourd'hui, Ralph, vous, ceux qui écoutent, quand je parle ou quand j'écris. Sachant que ce poème, souvent, et beaucoup d'autres du corpus haïtien, sont écrits dans une langue de caste ou d'étranger. Cette langue française que j'utilise là, que peu d'Haïtiens parlent. Et que de ceux qui le parlent, on aurait du mal à se représenter un peuple. Je vais oser prendre le risque de quelques réponses ou parades à ce nœud gordien de la langue dans l'histoire littéraire haïtienne. J'en perçois 3. Pour aller vite. D'abord, parlant strictement des classes, puisque c'est de ça qu'il s'agit, sans parler de l'inexistence d'une véritable école de la République, il suffit d'un peu d'ouïe ou de vision pour se rendre compte que la possession du français, comme langue outil et langue vécue, n'est pas simplement cette chasse gardée, n'a jamais été autorisée à être cette chasse gardée de l'élite qu'on s'imagine. Élite qui parle très mal le français, assez souvent d'ailleurs, et que le rapport de tout créolophone avec le français est plus complexe que la simple exclusion, domination d'une élite moralement répugnante. Ce qui n'est pas dire que ce rapport n'est pas le rapport majeur, mais qu'on ouvre un peu les yeux, par exemple, sur la guilde des peintres de devanture de commerce, des boutiques, des petits bars, un français nôtre qui persiste à appartenir à un coin de l'esprit va savoir pourquoi, à côté d'un créole d'autant plus orgueilleux, bien sûr, de sa souveraineté. On écoute la musique populaire, l'imbrication du français dans tel méringue, telle balade de chansonnier hors pair, créoliste, etc. Il y a une motivation à garder ça, suffisante pour méditer ce corpus qui nous appartient. Déjà, les messages qu'ils peuvent porter peuvent nous concerner. Et ensuite, cette forme de vie qui nous a été partagée, encore une fois, depuis la lettre écrite par Barbara Antoner et sa mélodie poétique particulière, je dirais que pour ce qui est du problème du français comme langue qui exclut et qui nie la véritable langue nationale, la réponse qui a lieu dans la littérature massivement et impeccablement, depuis au moins Félix Morisseau-Leroy, est d'écrire dans les deux langues, avec la même exigence, le même farouche engagement, sauf incapacité malheureuse, et même là, ce n'est pas une très bonne excuse. Fort peu oseraient l'avancer d'ailleurs, cette excuse. Le plus grand art en langue créole n'a pas attendu ces bilingues pour être là pour exister. Dans les chants, les proverbes, les contes, le créole s'est simplement installé dans la poésie moderne, le roman et le théâtre, comme chez lui, parce que c'est chez lui. Et ce que fait le français pendant ce temps ne lui est pas grand-chose, même si on ne peut pas dire que ça ne lui est rien du tout. Mais je voulais parler de Castra, mais je vais passer sur Castra qui est fondamental, mais ce sera peut-être une autre fois. Ce qui fait la dignité d'une langue se passe en deçà des positions de principe et de la théorie. La théorie est un moment charnière, au sens où elle n'est qu'une pierre d'appui pour l'action et pour la créativité du temps long qui échoit aux individus, dont les poètes. Le problème reste posé quand le réel qu'on met dans le poème comprend des scénettes, des scènes de la vie de tous les jours, foncières, fondamentales, où ces deux langues s'affrontent par des bouches de gens très concrets. Des gens en lutte, d'imaginaires en lutte. Il faut tout de même le dire ou que ça apparaisse. Notre histoire est aussi cet espace où ces deux furies folles, nos langues, se combattent avec tout leur bagage de rancœur, de fierté et de ruse, de sympathie tendre et de haine parfaite. En vérité, quand nous parlons dans la vie, notre pensée et sa profération précèdent toute conscience de celui qui parle. Ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est pas une tragédie, mais un fait. En fait, moi, quand je pense parler, c'est juste un intermède parmi vous qui me faites parler. Le jeu d'un poème est de partir d'une intuition, d'une vérité sensible dont nous héritons, et de défaire ce don et de remonter le cours de nos convictions et plus éparses déambulations pour à la fin séduire
un discours qui nous ressemble et qui ressemble à un poème, avec promesse d'un auditeur ami qui s'enchanterait de ses délires. Il y a du transcendant, même dans le plus militant, ludique ou libertin poème qui marche comme les îles de Philoctète. Il y a toujours de l'immanence, du labeur et de la contingence dans le plus mystique joyau qui sort tout nu du cœur. La matière du poème, c'est effectivement le moi de la personne qui écrit, les phares de notre littérature, le peuple qui est la langue, et puis le reste. C'est suffisamment compliqué comme ça, on peut partir de là sans trop errer. Si le poème que tu fais en est un, même s'il restera toujours un doute récalcitrant, il est en même temps et abondant la justification de sa forme. Il joue à mêler cette justification aux propos plus larges, essaye d'échapper à une lecture qui diviserait la pensée et le rythme. Le principe, c'est de suivre la trace à tâtons, par saut, les chemins, de suivre et de saluer quand on rencontre, de saluer les modèles, les Neruda, les Davertige, les Michaud, les Whitman, les Ducasse, les Franck. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel, mais tout en sautant pas mal de passages, la conclusion que j'ai pour vous, pour finir par dire qu'on essaie de faire, ce qu'on essaie de faire en faisant un poème, ici, c'est que le poème est une partie de l'engagement qui nous est choix. Pas politique au sens simpliste, mais politique au sens de vie digne, en face à face, et dialogue de combat, aspiration à une sorte de décence, de présence, d'attention et de probité, parfois dans la déchéance et la transgression. Mais finalement, le poème est une petite chose, bien plus petite que cette intervention, mais une vie aussi. Et nos vies aussi sont toutes petites, contrairement à notre communauté. Et petites aussi toutes les créations bizarres ou ingénieuses de ce merveilleux démon que nous sommes, qui portent des noms bizarres, depuis Anthropos à Ambré, Amen, Amuntu, Amun. Mais c'est la bizarrerie de ce démon qui colore ce mot, de se battre pour inscrire et remplir de sens et de bonté ce qui manque, comme dans le texte. Merci. Vous venez de le remarquer, plus qu'une traversée, Mehdi prend fait et cause pour le poème qu'il défend. On peut même dire qu'ici, en tout cas à mon avis, il s'agissait d'un exercice d'ontologisation du poème, qui évidemment est toujours considéré à la fois d'un lieu et d'une situation. Comme il le dit d'ailleurs, et c'est en manière de justification, un poème, c'est toujours quelque chose qui va vers ce que j'ai envie d'appeler une fabrique du commun. Le poème interpelle toujours et est toujours dans cette dynamique de créer du lien et d'inviter le corps social à se constituer à proprement parler. Évidemment, à partir de là, à partir de ce parti pris, de parler du poème et de le défendre contre vents et marées, jusqu'à estimer même que peut-être qu'il est la forme la plus réussie de toutes les aventures littéraires, artistiques à proprement parler, les questions s'enchaînent. Par exemple, tu me fais penser à Jacobson, à Roman Jacobson, précisément à ces fonctions, à ces 6 fonctions du langage. Dans quelle mesure le poème peut-il parler en tant qu'il fait partie de ces fonctions-là? Est-ce que l'on peut convoquer, en d'autres termes, les fonctions du langage pour comprendre le poème? Est-ce que le poème, déjà, a, lui, besoin d'être compris? Ça nous rappelle aussi Paul Morand, qui a séjourné quelque temps en Haïti, dans les années 59, je crois, et qui a dit, après avoir assisté à des tensions qui essaimaient un peu partout à Port-au-Prince, en Haïti, tout finit par un poème. Évidemment, il s'agit de poèmes, il s'agit encore une fois de prendre position pour le poème haïtien en considérant que peu importe le lieu, peu importe la situation, le poème est toujours quelque chose de beau et qui se fait en nous invitant toujours à un engagement qui nous dépasse. Pas ce type d'engagement qui
nous cantonne dans des logiques de positionnement, mais un engagement qui fait appel à un autre de nous-mêmes, c'est-à-dire qui dépasse le soi que nous serions, la subjectivité plate à proprement parler. Tout ça peut faire débat et je suis sûr que le public qui est là, pour autant qu'il est sans doute intéressé à ce genre d'intervention, a plein de questions pour Mehdi. Et avant de le faire, on va passer à Coralie dans une interprétation, Coralie Héra, de la chanson de Bello intitulée Détripaille. Nous vous revenons après. Merci. Revenons après la pause, comme promis et convenu. Et c'est le moment de discuter avec Mehdi, après cette présentation, autour d'un sujet qui interpelle, disposer de poèmes, construire une œuvre en pays haïtien. Nous allons rapidement prendre les questions. Et pour ce faire, ce soir, exceptionnellement, faut-il le dire au passage, nous avons une seule série de questions avec 4 personnes. Nous appelons donc Mara Dolcin, Willem Joseph, Evans Florestili et enfin Yves Joachim Adelson. Imagination qui ne saurait s'effacer avec ton absence. Mots pour équilibrer ta puissance qui reste et demeure même après ton départ. Au rythme du vent, au gré du temps, jusqu'au bout du rouleau. Rouleau qui s'incarne la présence divine que t'es, une chambre qui ne s'écartera de la perspective du mieux aller au son du bon et de l'équilibre. Laisse décrire ma perception du lyrisme et l'étalage de ma poésie qui décrit. La poésie, à mon humble pensée, est une construction du social. J'ai écrit ça en vous attendant et j'adore la poésie, j'adore. Et ma première question, c'est parce que je pense que vous vous attendiez à cette question. C'est parce que votre intervention, donc j'ai pas entendu le pays, donc Haïti en soi. Donc puisque le sujet même, c'est construire une œuvre en pays haïtien. Donc je pense que vous vous attendiez en premier lieu à cette question. Et l'autre question, c'est que pour moi, la poésie est une description, ce qui sous-entend que on ne saurait caractériser la poésie comme l'esthétique ou bien tout ça. La poésie, c'est la description du beau, du laid, quel que soit. Donc la poésie, c'est le ressenti. Ma poésie, en général, c'est la description de comment je fais, qu'est-ce que je ressens. Donc je pense que caractériser la poésie, donner à la poésie une caractéristique, c'est renier ce que c'est la poésie elle-même. Merci. Et au seuil de votre exposé, je vous ai entendu parler de l'esthéticité de la poésie. Et mes questions sont les suivantes. Qu'est-ce qui peut constituer des obstacles ou des entraves à l'esthéticité de la poésie haïtienne? Le créole n'en fait-il pas partie? Une toute dernière question. Est-ce que la poésie peut constituer est-ce que l'esthéticité peut constituer le seul élément qui fait partie de la finalité de la poésie? Merci. Alors, je dis bonsoir à tout le monde. Un bonsoir vraiment chaleureux et spécial à Neddy Chalmeuse pour vraiment cette belle intervention. Mais permettez-moi vraiment de saluer mes 2 collègues qui sont présents. Je vais parler de Alain et mes collègues Magloire. Mais pour vraiment poser ma question, j'aimerais bien saluer le président de l'EDZEG qui est président Ilodieu qui nous suit, et évidemment au Gonaïve. Alors, Neddy Chalmeuse, en fait, on définit la poésie comme étant le moyen qui permet au poète d'extérioriser ses sentiments personnels par le biais du lyrisme. Et au début, vous avez parlé
de la poésie comme étant la beauté. Lorsqu'on parle de poésie, on voit la beauté. Mais moi-même, ma question, c'est vous demander, Chalmeuse, une poésie vraiment qui est en dehors de l'engagement, qui n'a pas d'engagement social. D'après vous, ce ne sera pas vraiment une beauté sans contenu, s'il vous plaît? Merci. Et merci. Et je vois que Café Philo, c'est aussi aborde des sujets assez d'importance et théoriques qui permettent à l'esprit de s'éveiller et de s'élever à une hauteur assez bon, je dirais assez... Il y a une élévation de l'esprit, bien entendu. Bon. D'abord, le commentaire, Mehdi. Le commentaire. Je pense que la poésie, je dis bien, je pense, que la poésie est un éclatement. Parce qu'il n'y a pas un lieu ou une situation seulement qui donne une poésie. Je prends un exemple. Quand, par exemple, vous commencez pour dire que la poésie égale beauté, j'ai déjà dit, dans mon cerveau, dans mon esprit, il y a le baroque qui vient. C'était déjà un choix d'un groupement, d'un courant, d'une école poétique. Quand vous dites, par exemple, que poésie égale une parole exemplaire, c'est vrai qu'on ne peut pas retirer à la poésie cette prétention d'être une parole exemplaire. Mais je me suis demandé, comme vous faites parler les épopées, qui sont très souvent l'expression populaire d'un peuple, à ce moment-là, à ce moment précis de la production poétique, sur le plan psychologique, où est donc passé le poète? Où se situe le poète entre l'acte d'écrire et sa production? Merci. Oui. Bon, déjà, merci pour la question. Je vais essayer de répondre dans l'ordre et avec les quelques notes que j'ai prises. La première question, je crois que c'était en dehors des remarques, et puis merci pour le poème, que la poésie est une description selon toi, et ensuite il y avait une question spécifique, où est l'haïtien dans l'intervention? Que la poésie décrive, moi j'ai aucun problème avec ça, je pense que toute parole décrit, et ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir une proposition assez générale et contraignante, mais en même temps, de ce qu'on fait quand on écrit un poème. Et j'essaie d'élargir par rapport à toutes les propositions de langage, tout ce qu'on peut dire comme parole en général, qui n'est pas simplement ce qui me vient du cœur ou de la description, ça peut être l'infinité de ce que je peux voir, ramasser et contenir autour de moi, ou dans l'imaginaire que je reçois et que je peux rendre. Donc, dans ce sens, ça me voulait dire, c'est que tout ça langage là avec côté nié gen pour bail poésie qu'a fait, qu'a remettre li, qu'a proposer pour nous créer on imaginer ensemble en passant par l'individuel. Mais comme il y a des liens avec l'autre réponse m'a quand même avancé. Deuxième question, c'était sous esthéticité ou esthétique de la poésie et qui ça qui t'a obstacle à beauté ou bien esthéticité poésie en créole et en Haïti. Et question, c'était un moment de dire est-ce que c'est créole qui t'a un obstacle? Je m'assume bien comprendre la question, mais si c'est sa question, évidemment non. Je ne pas vraiment comprendre pour qui ça t'a un problème. Dans le sens que des poèmes que nous aimons, sur lesquels nous sommes d'accord qu'il y a une beauté, une valeur qui est extrêmement chère à cœur nous, et des musiques, des paroles qui frappaient aux gens pour nous qui fait en créole existaient. Par contre, qui définition qu'on gagne de ce qui est esthétique, mais clairement moi mon bagage moi fait m'admirer, fait me vibrer, fait me comprendre plus bien l'univers là. Je suppose c'est on voit pour commencer dire qui ça belle. Donc non,
Et puis, est-ce que esthétique, c'est le seul élément qui peut être un but de la poésie? Non, pas du tout. Simplement, quand je décide d'écrire quelque chose qui vaille la peine d'être écouté, le valoir la peine de, que me fait nous chita pour nous tendre un poème, me fait nous chita pour nous lire, c'est là ça le fait sentir plaisir que nous joignons, valeur particulière de Jean Viréa, qui fait que nous allons écouter. Si ça, moun yo ka dit même, on l'autre moun ka dit même bagaille là, on gens pas belle justement, ou bien on gens banal, il y a même propos, hein, ce sera intéressant, mais ce ne sera pas un vers. Et c'est ça la différence là, simplement. C'est ça qui est question beauté. Question beauté, ce n'est pas la beauté en général, c'est faut pas rentrer en dedans. Pour le rentrer en dedans, il faut le joindre en route. Et pour moi, c'est évident que l'intensité de cette voix qui perce à l'intérieur de mon oreille, à l'intérieur de mon esprit, c'est ça la beauté. C'est cette chose qui réveille mon esprit et qui m'oblige à prêter attention. Oui, si on veut, mais bon, nous parlons rentrer dans le bas théorique là. En tout cas, on bagaille qui belle, son bagaille qui aspire à ce que tout le monde reconnaisse lui comme belle. Si nous allons tomber dans le camp là, et puis l'étape trop longue, mais clairement, la beauté n'est pas simplement une question de goût, c'est quelque chose qu'on veut partager avec les autres. Ce n'est pas simplement moi-même qui... Si c'est seulement moi-même qui connais on fille belle, ça presque pas d'intérêt. C'est gens qui parlé pour me faire ouais beauté, pour me faire le partager, qui pourra chita qui sa beauté. C'est le partage là que vous pouvez commencer peut-être viser idéal beauté. Même s'il est finalement très difficile à établir. L'autre question, c'est la poésie extériorise les sentiments et est-ce qu'une poésie sans engagement n'est pas une beauté sans contenu? La définition que j'avais de l'engagement dans l'intervention, c'est la définition à la fois la plus large possible et la plus concrète possible. C'est que on ne peut pas faire comme s'il pas dans le monde là. Et toutes sortes décidées d'écrits, c'est des bagailles qui comptaient pour nous. Même sous l'en fleur, ou l'en pied bois, ou bien l'en bouchon fille, etc. Mais en fait, qui j'en bats ça disposer dans le monde là pour l'affecter. Donc à aucun moment donné, ou qu'à imaginer que ou désengager totalement. Et dans ce sens ça, question engagement, s'il n'a pas de fracture du monde, fracture sociale, ou les deux, pour me parler de lui, pour me faire on monde sentir, là toujours une responsabilité à un moment donné ou à un autre, même si c'est pas ça seulement que l'empoésien, et même l'autre bagaille yo gon capacité puis engager parce que yo gen valeur. Si yo gen valeur, yo ka peut-être mériter gourmet pour yo. Donc c'est dans ce sens ça engagement c'est bagaille presque plus général que question politique là, même si question politique là lourd en Haïti. Donc dernière question sous commentaire, la poésie est un éclatement. Et que notez ensuite, il n'y a pas un lieu ou une situation unique. Et puis, est-ce que la poésie égale beauté? Est-ce que la poésie égale parole exemplaire? Tu as parlé plus longuement sur ça. Et qui côté poète là s'il a écrit un poème épique? Ok. Premier bail sur éclatement, ou bien éclatement, son définition, pour moi, dont un style d'écriture. Ou qu'a un éclatement ou bien qu'a une solidité. Ça c'est simplement un choix dont on voit pour moyen monde. Il y a plusieurs gens qui ont moyen monde. Ça clair. Mais il y a plus gens qui pas moyen monde. Et c'est ça mon beauté veut dire. Mon beauté c'est un bagage qui fixe. C'est différents moyens pour l'utiliser pour arriver au côté. Si pas arriver au côté si personne pas couteau, si personne pas tendo ou échouer. Donc beauté c'est moyen bay tête moins pour moi river sur le monde pour me secouer. Il y a différents moyens pour ça, il y a différents moyens historiques pour ça et c'est peut-être ça me dit dans le commencement que la poésie originairement est la liberté et la transcendance. Que formes multiples que les gens ont exploré qui pas aussi contraignant que forme qui va arriver après c'est simplement intensité parole là avec émotion. Roman bloquer tête li dans question narration temporelle là. Poésie qu'a fait ou bien pas fait. C'est ça liberté radicale esthétique poésie. Kounia sous question code poète là chita la parler et ça m'a dit gon moment côté poésie individuelle, gon moment pour aller vers l'autre monde faut le supra individuel, faut le dépasser qui est-ce qu'a parlé
pour lui connaître que le va rencontrer un autre homme. Et il faut faire effort ça. Donc, les poètes en chita, je ne vais pas découvrir qui j'en le fait, mais il faut sortir dans la tête. Pour parler de ça qui t'est passé, s'il t'est là ou pas là, que ce soit imagination, que ce soit imaginaire collectif là, que ce soit technique, que ce soit recherche, que ce soit génie, souvlé, sous quoi dans ça, et bien c'est ça qui va permettre de traverser, saute dans lui-même pour arriver dans le monde librement. Donc oui, on entre deux. Ou on chita là, dans ou même pour parler d'une guerre, qu'on pas ou sortir dans ou même pour faire. Même pour l'amour, même laisser ou d'amour. Pour monde qui imaginer pour qui sort d'amour, faut sortir dans tête tout. Donc pour être là pas jamais chita complètement dans lui-même, les chita en côté, l'on pays, l'on voisinage. Et puis pour qu'à comprendre l'exister, faut ou accepter ça. Ou pas exister dans le monde éthéré dans les nuages, ou chita là et pour écrire un poème pour parler avec moi. Voilà. Nous disons donc merci à Mehdi Etienne Chalmers pour cette intervention et merci au public qui a fait ce déplacement, qui a manifesté beaucoup d'intérêt pour cette intervention. En témoigne, malgré le parti pris de Café Philo et des techniciens de la RTVC, pour la gestion du temps, l'animation qu'il y a au niveau de la salle et que suscite cette intervention. Comme vous le savez, chaque mardi, nous sommes ici à pareille heure pour proposer un espace de discussion. Mardi prochain, ce sera autour d'un ou de deux invités, qui sait, autour d'une autre question qui, nous l'espérons, interpellera autant que celle d'aujourd'hui. À nos amis qui avons l'habitude de nous accompagner à l'after de Café Philo, l'after reste toujours une destination, et notamment pour ce soir, où il était question de discuter de la façon dont on peut disposer de poèmes et enfin construire une œuvre en pays haïtien. Merci, à mardi prochain. Sorti dans roche, c'est vous et moi, comptez si moi. Moi, on vient saisir sans parole, souffle coupé, qu'est moins fun, posez si moi. En carton yo palais, il dit ou mérité, ou pas te doit te lever, ou pas te doit te mais fierté ou gagner, pas laisser yo blesser, pas laisser yo blesser. Nous c'est un seul père descend en bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres.